Donc, dans le rapport, ladies and gentlemen. Les rivières de l'Afrique chantent pour toi. Chaque pas en avant nous unit dans la foi. Avec toi nous rêvons d'un avenir radieux. Tidjane notre espoir, tu es notre précieux. De la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Oh, 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 de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Alors levons nos voix, unis par la force, pour célébrer ensemble cette belle écorce. Tidjane, tiens, symbole d'unité, dans le livre de l'histoire, tu resteras gravé. Dans le cœur d'Abidjan, une étoile s'élève. Tidjane, tiens, ta lumière nous révèle. De la terre d'Akoué, tu as forgé un chemin. Avec courage et foi, tu traces notre destin. Oh, oh, de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Dans le monde des affaires, tu brilles d'un éclat. Visionnaire audacieux, nous te suivons pas à pas. Ton nom résonne fort dans chaque cœur battant, inspire des générations avec un vrai engagement. Au fond de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Les rivières de l'Afrique chantent pour toi. Chaque pas en avant nous unit dans la foi. Avec toi nous rêvons d'un avenir radieux. Tidjane notre espoir, tu es notre précieux. De la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Oh, 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 de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, toi et nos cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Alors levons nos voix, unis par la force, pour célébrer ensemble cette belle écorce. Tidjane, tiens, symbole d'unité, dans le livre de l'histoire, tu resteras gravé. Voilà, merci beaucoup pour cette belle mélodie. Hein. Tidjane, l'enfant donc de Côte d'Ivoire, je le disais tout à l'heure, donc c'est la réaction de M. Tidjane Thiam après donc la mission de l'ENRI. On me dit que j'emploie trop bon, donc, alors nous avons essayé donc d'éviter donc le donc. Le président du PDCI, Tidjane Thiam, transforme donc les conclusions de l'International Republican Institute en une véritable acte donc d'accusation.
Alors, nous allons essayer donc d'analyser un peu, cher ami, vous nous suivez dans les quatre coins du monde, les points saillants de l'intervention, bien du discours de M. Tidiane Thiam. Dans un premier temps, le premier point, on parle donc des principaux griefs soulevés par le président donc, du PDCI, donc RDA. Les principaux griefs qui soulignent, qui nous amènent donc à, si vous voulez, à faire donc, ce billet. M. Thiam articule d'abord, dans un premier temps, son discours autour de 4 points majeurs repris par le rapport de NRI, des rapports de IRI, International Republican Institute. Ceux qui ne le savent pas, c'est qu'à l'opposition du NRI, vous avez donc le NDI. Le NRI, c'est donc la réflexion des républicains. Donc en réalité, c'est comme si c'était donc le parti républicain de M. Donald Trump qui avons dépêché donc des experts à Abidjan pour constater le visuel. Ce qui s'est dit, c'est tellement ce que le président du PDCI a dit, ou bien ce que certains représentants ont rapporté donc au gouvernement américain. On parle ici dans un premier temps, c'est donc l'absence de révision donc de la liste électorale en 2025, ce qui viole la loi et mine donc la crédibilité du scrutin. Nous l'avons parlé à plusieurs reprises ici. On n'emploie pas la loi quand ça vous arrange et ne pas l'employer quand ça ne vous arrange pas. La loi est claire. On ne doit pas discuter avec ça. La preuve, les adversaires de M. Tidiane Thiam sont allés jusqu'à 1960 pour aller chercher une loi dormante pour essayer d'empêcher M. Thiam de se présenter à une élection présidentielle. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc la loi existe, on l'emploie M. Thiam. Ici, la loi existe. La loi dit la révision de la liste électorale se fait annuelle. Chaque année. On n'a pas besoin donc de parler donc d'une révision intelligente, d'une application intelligente de la loi. Mais non, ça devient une violation. Et dans le cas de M. Thiam, qui remplit toutes les conditions, la seule chose qu'on pourrait imputer à M. Thiam après donc des stratagèmes politiques, c'est qu'il n'aurait pas donc, il ne serait pas donc débarrassé, débarrassé, l'expression n'est pas assez propre, disons. Comment il a appelé lui-même, retirer son allégeance, c'est bien ça? Allégeance à la France, un peu tôt. Mais là, étant donné qu'il y a une révision chaque année, et souvenez-vous, en 2024, le budget de la révision de la liste électorale avait été voté, on a parlé de 20 milliards. Donc, ces 20 milliards sont disponibles donc, dans les caisses de la CEI. Il n'y avait pas d'excuse. Ben, admettons que même cet argent ne serait pas arrivé. L'Union européenne et les partenaires de la Côte d'Ivoire étaient prêts à financer la révision de la liste électorale en 2025. Alors, où est votre problème? Pourquoi les gens n'ont pas accepté de faire la révision? C'est-à-dire qu'ils avaient un plan bien déterminé pour chaque candidat. Blé Goudé, le maintenir où il est, bloquer ses comptes pour qu'il ne puisse pas se présenter. Soro Guillaume, le maintenir en exil pour qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire pour ne pas qu'il se présente. Laurent Gbagbo, on lui donne la grâce, mais on refuse l'amnistie ou bien le pardon du chef de l'État pour qu'il puisse se présenter. On l'a maintenu exprès pour ne pas qu'il se présente. Et Tidiane Thiam, on l'attendait donc le pied ferme. Donc, il ne faut pas faire de révision. S'il n'y a pas de révision, il ne peut pas se présenter. Voilà donc les artifices qu'on a utilisés pour écarter. On ne fait pas cela en démocratie. En démocratie, les règles sont là, on les applique, mais on ne cherche pas à les regarder dans tous les coins donc, de droit, des tests pour exclure des candidats. It's not good. Surtout pour le passé de la Côte d'Ivoire, pour ce que nous connaissons avec ce que nous avons vu, les gentlemen. It's not really fair to do that. Donc les adversaires, voulant conserver donc le pouvoir à tout prix, ont utilisé donc des stratagèmes, des artifices pour écarter M. Tidiane Thiam. Et comme le plus souvent, nous, Ivoiriens, nous sommes tellement divisés, nous ne sommes pas unis sur les problèmes fondamentaux du pays, mais les gens réussissent toujours à nous berner. Normalement, ce qui arrive à Thiam devait donc interpeller tout Ivoirien. Ce qui arrive à Thiam peut arriver à Paul, peut arriver à Kissi, peut arriver à Fouet demain. Mais on a laissé cela passer. Donc le régime continue toujours à violer la loi ou bien appliquer, donc à faire une application intelligente des lois. Quand ça les arrange, on fait une application qui nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, on oublie. Eh bien, c'est bien ce qu'ils ont appelé donc application intelligente de la loi, les gentlemen. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train donc de voir.
Donc, c'était donc au niveau de la crédibilité donc, du scrutin, le International Republican Institute a bien parlé de ça, a révélé. Ensuite, le deuxième point du rapport que M. Thiam a souligné dans son discours, c'est donc la détention illégale donc, des membres de l'opposition, qui est symbole d'un État donc, de droit instrumentalisé. Beaucoup de cadres de l'opposition sont aujourd'hui détenus. Des jeunes du PDCI-EDA sont détenus parce qu'ils ont appelé, dit, nous ne sommes pas d'accord, nous allons appeler donc à la manifestation, on dit, voilà, c'est une insurrection que les gens préparent. Les jeunes ont été notamment dans des conditions brutales, vous comprenez, arrêtés aujourd'hui, séquestrés, sont aujourd'hui en prison. Vous comprenez? Que ce soit au niveau donc, du PPACI, nous l'avons vu. Aujourd'hui, certains jeunes sont déjà en exil. Docteur Ousmane est en exil. Jusqu'à preuve de contraire, je ne sais pas le pourquoi, puisque je n'ai pas eu le temps réellement d'échanger avec eux. M. Bredoumi en exil. Le président du PDCI actuellement est hors du pays. Je ne sais pas s'il est en exil. Peut-être que ça ressemble, ça a l'air aussi. Donc, tout est fait sciemment pour empêcher que les gens viennent compétir contre M. Alassane Ouattara. En réalité, ceux qui sont là ne veulent pas du tout d'élections libres et transparentes. Ils veulent caporaliser le pouvoir. Ils veulent prendre avec la force. Comme ils l'ont dit, nous avons pris ce pouvoir avec la force, avec la rébellion, avec des morts. Donc, celui qui veut venir nous arracher, il faudrait aussi qu'il vienne aussi avec la force. Dès lors, on fait donc des démonstrations, donc des chars, des combats. On achète des nouveaux chars pour intimider la population. La fête de l'indépendance, on fait donc, on chante les louanges du matériel qu'on vient donc d'acquérir pour, pourquoi pas, intimider donc la population. Comprenez? Ce que j'ai dit au niveau donc de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit depuis tout le temps quand j'anime des émissions, ladies and gentlemen, c'est que nos forces de l'ordre, bien nos militaires aujourd'hui, là, ce sont des vrais cowards. Parce que c'est des gens qui sont heureux d'avoir intimidé ou bien neutralisé des populations ivoiriennes sans armes. Vous comprenez? Ils ont des armes, ils arrivent, ils neutralisent la population, ils imposent la force, ils disent oui, ils ont gagné la guerre. Vous comprenez? Nous prenons notre argent, nous votons donc un budget, on met à la disposition donc de l'État. L'État achète de l'argent pour pouvoir nous protéger. Et les gens achètent des armes pour donner aux forces de l'ordre que nous payons pour nous protéger. Et ces forces de l'ordre utilisent les armes contre les populations, intimident les populations, ils disent qu'ils ont gagné la guerre. Voilà réellement ce qui est en train de se passer donc dans le pays. On nous parle du déploiement, bientôt on reviendra sur ça, de 44 000 personnes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ces 44 000 personnes, c'est pourquoi? On n'a jamais vu cela. 44 000. En réalité, c'est le braquage électoral. On peut parler encore d'un autre coup d'État qui est donc en préparation. C'est-à-dire, au cas où les politiciens n'arrivent pas du tout à contrôler les masses, bien contrôler, il y aura pourquoi pas l'armée qui est là, qui sont déjà préparés, qui prendra le pouvoir, qui va sécuriser le pays. Ça, ce sont donc, si vous voulez, des supputations. Hein, c'est mon analyse. Il n'y a pas une vérité évanchée, mais ce sont mes analyses. Donc, réellement, voilà ce qui est en train de se passer. Alors, les gars me posent la question, est-ce que tu n'as pas peur de faire des émissions? Je dis, non, ce n'est pas une question donc d'avoir peur. Dès l'instant que, cher ami, hein, je n'insulte personne. Je donne mon point de vue par rapport à certaines situations. Il y a des propos parfois qui peuvent être un peu déplacés. Si c'est dans le cas, je présente des excuses. Mon intention est pure. C'est donc animer des émissions et donner mon point de vue par rapport à la situation, sans insulter, sans offenser et sans diffamer. Je prends des informations claires et j'analyse et je discute en fonction de ces informations. Je donne mon point de vue. Je vais essayer, au fur dans des émissions, de ne pas inventer. Ces informations sont là, je les prends et je les analyse, comme par exemple le discours du président du PDCI-EDA, M. Cheikh Tidiane Thiam. Je prends le discours et je l'analyse. Je donne mon point de vue. Je ne vais pas du tout inventer donc des faits. Mais mon analyse peut ne pas certainement être ce à quoi vous pensez. Mais c'est ça aussi la démocratie. Voilà. Je donne mon analyse et puis chacun interprète et puis, bon, voilà. Peut-être que dans l'avenir, on aura la possibilité donc d'animer des émissions pour faire donc des échanges, vous comprenez. Mais pour l'heure, je fais mon point de vue et puis je laisse les uns et les autres en même temps comprendre, voilà. Alors, donc, le troisième point donc, du discours de M. Thiam, c'est donc, il parle donc de l'exclusion donc, des candidats majeurs, réduisant le caractère donc, inclusif du processus électoral. Ah bon, le donc revient tout le temps. Bon, je vais essayer, cher ami, de me débarrasser de ce donc. Voilà. Alors, je vais essayer au fil du temps. Vous savez, il y a des mauvaises habitudes, on ne fait pas attention.
mais ça revient continuellement. Ça fait, à force de travailler, qu'on essaie certainement de s'en débarrasser. Merci de notre auditeur de m'avoir fait passer donc l'information pour dire j'utilise trop de donc. Alors, on va essayer. Voilà, j'emploie encore un autre donc. Alors, on va essayer autant que faire se peut pour ne pas que cela se répète au fil du temps, cher ami. Alors, donc, alors, on a écarté sciemment. Je vous l'ai dit, je répète chaque fois que je fais des émissions. Le sondage de Messina Group, que beaucoup de personnes tentent de tourner en dérision, mais ce sondage, je ne dis pas que c'est une vérité évangile, mais ça reflète la réalité donc du terrain. Ça reflète la réalité du terrain. Il y a eu d'abord plusieurs petits sondages qu'on faisait ici sans méthode scientifique, et ces sondages ont été clairs. Les 4 qui revenaient toujours en tête, c'est soit Thiam, soit Ouattara, ensuite Gbagbo, et puis Assane Timoko Antoine. Ce sont les 4. N'importe quel sondage que vous allez faire. Peut-être, vous savez, le sondage peut évoluer. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pris au moins, je crois, c'est 6 ou 7 sondages. Mais c'est ce sondage, le résultat est clair. Ce sont les 4 qui viennent en tête. Soit Thiam, soit Ouattara, Gbagbo, et puis Assalé. Gbagbo fait partie donc des personnalités les plus aimées au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais beaucoup d'auditeurs se disent qu'il a déjà fait son temps, comprenez, avec aussi son âge. Donc, c'est ce qui fait que monsieur Gbagbo se trouve en 3e position. Sinon, si on veut parler des personnalités les plus admirées, les plus aimées en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo viendra, il sera peut-être en tête, ou bien même 2e. Mais beaucoup d'Ivoiriens veulent un nouveau paradigme. Ils sont fatigués par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi certains jeunes sont avec Thiam. Je suis allé à une réunion du PDCI et j'ai eu le temps, c'était la première fois que je discute avec beaucoup de jeunes qui ont assisté à cette réunion, qui ont participé. J'ai essayé d'échanger avec ces jeunes. Monsieur Thiam représente l'espoir. Monsieur Thiam amène les jeunes à la politique, à faire la politique, à comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi nous disons que ce pays-là, on doit remettre à Thiam. Parce qu'on ne bâtit pas forcément un pays avec toujours des anciens, mais surtout les jeunes, parce que cela, c'est la continuité. Quand les jeunes ne s'intéressent pas à la politique d'un pays, croyez-moi, nous sommes dans des situations assez difficiles. Mais là, les jeunes commencent à s'intéresser à la politique de leur pays grâce à Thiam, ce qui est une très bonne chose. La preuve, nous l'avons vu au niveau du football. Les jeunes ont commencé à s'intéresser beaucoup au football à cause de Didier Drogba. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a écarté Didier Drogba. Le président de la Fédération ivoirienne de football, que j'ai même interviewé, a eu le plaisir même d'interviewer ici, nous a ramené la Coupe d'Afrique. C'est une bonne chose. Mais le résultat, c'est quoi? Le championnat est pauvre. Les jeunes se sont désintéressés du football ivoirien. Ils sont seulement unanimes quand l'équipe nationale joue. Mais le championnat ivoirien, personne ne va. Je l'ai dit, en notre temps, je ne sais pas comme s'il y avait beaucoup de personnes qui ont mon âge ici, mais en notre temps, il fallait vivre les derbies à Sec Africa, les derbies à Sec Stade, Africa Stella, Stellatan, à un moment donné, le Sporting Club de Boisflé. On a vu le COB non, c'est le Sporting Club de Gagnois. On a vu le COB, c'est ça, le COB de Boisflé, avec Kofi, Asemiaka, Goro Sara. Voilà, c'était un championnat. Ah mais non, mais écoutez, je vais vous expliquer un peu même le match, les derbies à Sec Africa. Mais on arrive au Félicia à 9h. 9h30, 10h, le stade est bourré. Pour un match qui doit commencer à 16h. Il y a l'ambiance. Le dernier match même que j'ai suivi, c'était donc à Sec Iwanyanwu. C'est ça, hein? Iwanyanwu. Où Iwanyanwu avait battu la Sec 3-0 au Nigeria. Et le match de retour se passait donc à Abidjan. Mais le Félicia était plein à craquer. Il y avait plus de personnes dehors que dedans. La SEC a renversé la vapeur avec le 3-0. Mais malheureusement, la SEC a été éliminée au tir au but. C'était ça le championnat ivoirien que nous avons vécu, ladies and gentlemen. Et c'est ce que nous voulons voir. Voilà pourquoi le titre de nos émissions, ladies and gentlemen, c'est donc Beat Back. Bring the Ivorian Dream back again. Revivons le rêve américain et rêve ivoirien que nous avons connu.
Donc voilà un peu donc, le troisième point donc, du discours de M. Thiam. Le quatrième point du discours de M. Thiam qui converge avec le rapport de Henry, c'est donc les défaillances structurelles du registre électoral. On a parlé donc de 8,7 millions donc d'inscrits, hein, mais potentiellement beaucoup de personnes diraient qu'il y en a plus. Et ensuite, des erreurs qu'on a refusé donc de corriger. Depuis quand on refuse d'auditer la liste électorale? Je sais que dans beaucoup de pays où les gens n'avaient pas confiance, on a appelé des auditeurs, ils l'ont fait. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on insiste à refuser donc à éditer la liste électorale? Il y a quelque chose qui ne va pas. On refuse d'éditer la liste électorale. Les opposants pensent qu'il y a donc des centaines donc, de milliers, hein, de personnes fictives sur cette liste. Mais on refuse. Donc, vous voyez que tout est réuni pour qu'il n'y ait pas donc, une élection libre et transparente et crédible. Donc, si vous voulez, à travers donc, ces 4 points, le gentleman, M. Thiam, établit une équation très simple, le gentleman. Irrégularité donc, technique qui égale donc, à la manipulation donc, politique volontaire, c'est clair, dans une telle situation, les gentlemen. Voilà un peu donc une partie donc, de notre intervention. Le troisième point de l'intervention donc, de M. Thiam, de son discours, hein, de son adresse ailleurs, c'est donc l'argument de la loi bafouée. L'argument de la loi bafouée. L'un des messages centraux du discours est donc la dénonciation donc, de l'usage sélectif de la loi par donc, le régime. M. Ouattara invoque donc dans la loi pour écarter donc les candidats, mais ignore pour éviter le recensement donc électoral. Ah oui, la loi nous dit qu'en 1961, il y a eu ceci, il y a eu cela. D'accord. Mais chers amis, la loi aussi nous dit qu'il doit y avoir donc une révision de la liste électorale chaque année. C'est ce que la loi nous dit. Pourquoi nous n'appliquons pas donc les décisions donc, de la loi? C'est pourquoi j'appelais donc l'application, donc, selon eux, l'application intelligente de la loi. On l'applique quand ça arrange le RDR devenir RHP, vous comprenez? On l'applique aussi quand ça pour créer donc, des petits problèmes à l'opposition. Donc, le pouvoir retient donc des subventions annuelles aux partis politiques. La loi nous dit que les partis politiques sont financés à raison donc de 1 millième, je crois que c'est 1 million ou bien de 2 millièmes du budget. Ce qui nous ramène pratiquement, si nous avons un budget de 10 000 milliards, ce qui nous ramène pratiquement une affaire donc, de 20 milliards. Donc, chaque année, les 20 milliards doivent être partagés proportionnellement aux partis politiques. Mais depuis que M. Thiam a pris le pouvoir, même avant même le décès de M. Henri Konan Bédié, le régime en place distribuait donnait quelques miettes, et quand ils sont contents, en réalité, ils créent des conditions pour affaiblir donc, les partis politiques et que les cadres de ces partis politiques soient à la mendicité. Parce que je me souviens, M. Alpha Condé, que j'avais interviewé, je lui avais posé la question par rapport à des cadres qui quittaient son parti politique quand il était un peu dans l'opposition. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il dit, mon jeune frère, moi là, je fais plus confiance aux militants, aux petits militants du quartier, que j'appelle des soldats. Grâce à ces militants, je vais arriver au pouvoir. Et une fois au pouvoir, je vais acheter tous les cadres. Parce qu'une fois au pouvoir, un cadre qui a déjà réussi, qui a déjà un doctorat, qui a des machins, il a besoin de travailler. Il a besoin de travailler. Qu'il m'aime, qu'il ne m'aime pas, mais il a besoin de travailler puisque je suis le président. Mais tout cela, je vais les acheter. En réalité, c'est ce qui est en train de se passer. On essaie donc d'affaiblir, d'appauvrir les partis politiques. Qu'on ne vienne pas me dire, ah, non, non, mais c'est la loi. La loi nous dit que M. Ouattara a un salaire, je ne sais pas, je prends un exemple, un salaire de 7 millions par mois. C'est ce que la loi dit. Hein? Donc, on doit remettre les salaires à M. Ouattara. La loi nous disait hier qu'il y avait donc de l'argent qu'on donnait aux anciens premiers ministres. M. Laurent Gbagbo a versé régulièrement cet argent à M. Ouattara. La loi nous dit que les partis politiques sont financés à hauteur de 2 millièmes du budget. Donc, chaque année, on n'a pas besoin de tourner à gauche, à droite. On remet la part de chaque parti politique. Maintenant, si le gouvernement veut contrôler ou bien surveiller ce qui est en train de se passer, ça, c'est une autre chose. C'est tout à fait normal. Mais cet argent doit être régulièrement versé et les partis politiques feront donc leur programme, leur plan en fonction. Eux aussi doivent avoir un budget de fonctionnement. Donc, si un parti politique comme le PDCI-RDA, on parle donc de 20 milliards, dans les 20 milliards,
je pense que le PDCI devait normalement avoir minimum dans une affaire au moins de 3 ou 4 milliards, ou bien pour ne pas dire même le PDCI, le RDR et puis le PPACI. Ces deux parties-là devaient donc avoir, à mon avis, au moins 60% du budget. Donc le PDCI pouvait donc avoir 3 ou 4 milliards. Donc quand le PDCI fait son budget de fonctionnement chaque année, le PDCI sera obligé d'inclure donc les 4 milliards ou bien les 3 milliards de subventions. Et ces 4 milliards de subventions avec de l'argent qui viendra à gauche, à droite, ça permettra au PDCI de fonctionner. Voilà comment un parti politique doit normalement préparer son budget. C'est comme l'État. Quand l'État prépare son budget, là, l'État prépare son budget en fonction des recettes et des dépenses, des dons et des subventions. Voilà. Donc, on ne permet pas réellement aux partis politiques d'être assez stables ou bien financièrement un peu avoir une petite liberté au niveau de financement. M. Ouattara et son parti préfèrent conserver les subventions qu'on donne à chaque parti politique afin de les livrer, en guillemets, à la mendicité, puisque pour que lui, il puisse les recueillir et puis faire ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Tout ça, ce sont des violations de la loi. Alors, en le disant, est-ce que je dois avoir peur de le dire? Parce que là, je n'insulte personne. Je ne fais qu'analyser et expliquer, donner mon point de vue. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais j'utilise des éléments vrais et je fais une analyse. La loi est claire. Chaque parti politique est financé par l'État. Quand je veux dire les partis politiques, pas chaque parti politique. Les partis politiques sont financés par l'État chaque année en raison du 2 millième du budget. Donc, chaque année, puisqu'on veut une application intégrale de la loi, chaque année, l'État ne doit pas réfléchir si j'aime Thiam ou je n'aime pas Thiam. La loi dit, vous devez partager les 2 millièmes du budget avec les partis politiques. Chaque année, on n'a pas besoin de réfléchir. La même manière, donc, un ministère a son budget. La même manière où la présidence a son budget, on ne sait pas combien, on nous avait dit la présidence donc de 360 et quelques milliards chaque année, je ne sais pas, mais voilà. La même manière, donc, la présidence a son budget, c'est la même manière que les partis politiques devaient avoir leur budget. Mais M. Ouattara retient cela. Pour ne pas dire, le gouvernement retient cela. Vous comprenez? Et les partis politiques, monsieur comme Thiam, j'ai écouté l'interview de M. Thiam, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais je suis obligé moi-même de financer le parti avec l'aide de quelques amis et puis de bonnes volontés. Mais ce n'est pas normal. Alors, mais pourquoi vous ne voulez pas, si M. Thiam devient dictateur demain, comme un dictateur demain, pourquoi vous allez vous plaindre? Parce qu'en réalité, c'est lui qui finance. Si c'est lui qui finance pratiquement tout, alors toi, tu es qui pour venir certainement t'imposer à lui? Vous comprenez? Voilà pourquoi nous-mêmes, nous devons donc être aussi indépendants et conscients. Chaque militant de chaque parti politique devrait pouvoir s'acquitter de ses contributions et payer sa carte chaque année. C'est comme ça le parti pourra vivre. Et c'est comme ça le parti pourra être indépendant de l'hégémonie du parti au pouvoir. Mais si nous ne le faisons pas, le parti devient fragile, le parti n'a pas d'argent, les cadres de certains militants sont obligés donc d'aller vers le parti au pouvoir parce que c'est ceux-là qui détiennent les mains de l'État. Donc, this is what's going on here. C'est-à-dire, à nous maintenant de revoir notre manière donc de faire la politique. On va pour un idéal. Si c'est notre idéal, c'est le RDR devenir RHP, on fait en sorte pour que le RDR devenir RHP reste financially strong, comme financièrement assez solide. Et cela dépendra donc de nos contributions, des dons, des subventions, et puis donc du budget de fonctionnement que chaque année l'État doit remettre à parti politique. Voilà un peu, ladies and gentlemen, un des autres points que je voulais certainement avancer. Et pour continuer avec l'analyse du discours de M. Tidjane Thiam, pour lui, le pouvoir tient donc les subventions annuelles des partis politiques pourtant inscrits dans les lois afin donc d'asphyxier financièrement ses adversaires. Ce qui n'est pas normal. Il y a une violation ici grave de la loi. Les partis politiques sont infinancés. Selon la loi, c'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution. Mais M. Ouattara et son régime violent la Constitution. Ils violent la Constitution. L'argent des partis politiques, ils retiennent cela. Alors que lui, quand il était dans l'opposition, il en a bénéficié. M. Laurent Gbagbo, parmi tous les présidents, là, il a été quand même assez démocrate.
Vous comprenez? C'est Laurent Gbagbo seul qui organise des élections, les opposants gagnent, machin, tout ça, vous comprenez? Il dit c'est la démocratie, l'argent des partis politiques, ils versaient régulièrement, même si quelquefois il y avait des petits problèmes, hein, mais régulièrement ils avaient ça, vous comprenez? Les contributions donc des présidents, des anciens présidents étaient versées pratiquement régulièrement. M. Ouattara pourrait en faire autant, mais ils ne le font pas. Tout ça pour asphyxier le parti politique. C'est une violation grave de notre loi et de nos tests. Alors, pourquoi on ne dit rien? Donc ici, M. Thiam, l'évoquant, M. Thiam, place donc le régime face donc à ces contradictions et cherche donc à convaincre que l'enjeu n'est pas seulement politique, mais juridique et moral. Voilà le deuxième point de mon analyse donc, du discours donc, de M. Thiam. C'est un discours assez dense, sans pour autant aller dans toutes les directions, mais c'est un discours fixé sur non seulement le rapport de Henry, mais aussi sa lecture donc, de la situation donc, sur le terrain. Il est obligé lui-même de financer le parti politique, les activités du parti politique, lui et ses amis, et quelques contributions et de bonne volonté. Alors que l'État doit remettre chaque année, puisqu'on parle donc de 20 milliards parmi les partis politiques, PDCI, EDR, DR, EDF, PPAC devaient avoir minimum au moins 2 milliards, 3 milliards chaque année. Vous comprenez? 3 milliards, puisqu'on parle de 20 milliards, même c'est 5, même plus que ça. Les trois partis-là pouvaient certainement eux seuls avoir au moins 15 milliards, c'est-à-dire 5 milliards par parti politique. Mais ça pouvait aider ce parti politique à se restructurer, vous comprenez? À engager des personnes et à se professionnaliser. Mais ce n'est pas le cas. On est obligé donc de faire de l'à peu près. Monsieur Thiam, pour faire un événement, il est obligé d'appeler un ami, bon, bien regarder dans ses caisses, lui appeler un ami pour pouvoir financer ses activités. Ce n'est pas sérieux tout ça. Ou on applique la loi, on ne l'applique pas. Mais nous, nous sommes là, nous regardons, nous ne disons rien. Il y a des violations tous les jours et nous observons. It's not really good. Nous devons jouer notre part. Tant qu'on ne jouera pas notre part, cher ami, les différents gouvernements qui viendront vont toujours marcher sur nous. Parce que, don't give me wrong, c'est peut-être M. Ouattara qui est là. Une autre personne qui viendra demain fera pratiquement la même chose. Parce que nous n'allons pas contrôler. C'est pourquoi dans ce pays où nous sommes là, on parle de check et puis balance. Vous comprenez? Tant qu'on ne surveille pas maintenant l'État, l'État fera ce qu'il veut. Comme on dit le plus souvent, les gentlemen, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, si nous permettons à celui qui est là d'être dictateur, il sera dictateur. Même Thiam au PDCI, là, si nous laissons Thiam être dictateur, il sera un dictateur, il finira par être dictateur. Parce qu'on n'aura pas la possibilité de le contrôler. C'est une vérité universelle, cher ami. Alors, le troisième point donc, que nous pouvons certainement, le quatrième point de l'analyse du discours de M. Thiam, c'est donc la mise en garde sur donc, les stabilités, disons, sur la stabilité nationale et régionale. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire affectera la sous-région. La Côte d'Ivoire détient pratiquement dans le temps, c'était donc les 2/3 donc, de tous les réserves donc, de l'UMOA. C'est un pays assez puissant. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays au monde qui accueille tellement d'étrangers. Je me souviens, il y a pratiquement 15 ans, cette phrase du président sénégalais Thiam, sénégalais Abdoulaye Wade, qui me revient toujours en esprit. Il dit, mais ces Ivoiriens-là parlent d'étrangers là. Est-ce qu'ils savent réellement ce qui est en train de se passer? Il dit, mais il y a plus d'étrangers en Côte d'Ivoire que la population ivoirienne. Vous comprenez? On vient nous dire qu'il y a le taux de machin de 25, de 30%, tout ça, c'est zéro. Si vous avez jeté sur là des enfants nés, des enfants d'immigrés et tout ça, mais c'est au moins 50% de la population. Vous comprenez? Malgré ça, il y a des gens qui ont le courage de dire que les Ivoiriens sont xénophobes parce qu'ils veulent les utiliser pour une campagne. Je suis en train de regarder l'actualité avant-hier. Là. Il y a donc au niveau donc, de la RDC que des renovants vont interdire aux étrangers de faire même le petit commerce. Au Gabon, on l'a pratiquement vu. Dans la Constitution, même ce qu'on avait mis dans la Constitution. Dans certains pays, chaque pays commence à se protéger, même les États-Unis avec Donald Trump. On parle d'American First. C'est-à-dire, j'aime bien les étrangers, c'est clair, mais on nous préfère moi-même. Je vais d'abord nourrir mes parents avant de nourrir les autres. Voilà un peu la politique en train donc de s'appliquer un peu partout. Mais si jamais on réussit, on parle de ça, même nous sommes foutus. D'ailleurs, un procureur qui vient dire, si vous dites étranger, moi aussi, je vais vous poursuivre. Dans notre propre pays, là. Il vient nous dire, si tu viens dire étranger, moi aussi, je vais vous poursuivre. Comme moi, là, c'est moi qui écris l'ethnie, moi aussi. J'écris l'ethnie, c'est moi qui écris l'ethnie, moi aussi, quoi. Je ne dois pas dire moi aussi.
Mais s'ils ne sont pas d'accord avec l'ethnie aussi, ils changent de nom. Ou bien qu'ils disent à l'ethnie de disparaître. Mais il a le courage de dire Baoulé. Il a le courage de dire Bété. Il a le courage de dire Agni. Il a le courage de dire c'est nouveau. Mais dit moi aussi, non, il va te poursuivre. Mais on est où là? Voilà dans la situation, dans ces ambiguïtés, dans ces contradictions que les gens nous enfoncent parce que quoi? On laisse faire. On laisse faire. Et tant qu'on va laisser faire, on sera toujours dans cette même situation. Vous voyez, donc, dans cette situation, M. Thiam élargit donc son argument. L'absence donc de la transition donc démocratique est décrite comme, si vous voulez, une lacune historique exploitée donc par le régime. Le risque d'un scrutin tronqué est présenté comme une menace directe, cher ami, de la stabilité donc de la sous-région. Le cadrage d'élèves et il faut, pour lui, dans cette situation, il faut réellement élever le niveau des débats. Tant que le débat ne sera pas donc élevé, on se trouvera toujours, les gentlemen, dans cette même situation. Donc, de façon ramassée, hein, l'un des points aussi que M. Thiam a soulevé, c'est donc l'appel à la communauté internationale qui devient une des choses les plus intéressantes de nos jours. On parle de l'internationalisation du débat de la politique ivoirienne. Et pourquoi? Mais non, c'est l'international qui a mis M. Ouattara au pouvoir. En 2010, avec la présence de l'ONUCI, après donc 2002, l'ONUCI est resté dans le Côte d'Ivoire pendant des années, organisé des élections. C'est l'ONUCI qui est venu bombarder le régime pour permettre à M. Ouattara d'être au pouvoir. Donc aujourd'hui, ceux-là ne peuvent pas nous dire que l'ONUCI, on ne doit pas internationaliser. Non, mais non. Les Ivoiriens doivent demander à la communauté internationale de s'ingérer parce que c'est eux qui ont installé le régime de M. Ouattara. Donc ici, l'appel à la communauté internationale est déjà une très bonne chose. Ce n'est pas donc une invasion ou bien une ingérence dans la politique ivoirienne. La dernière partie du discours de M. Thiam est donc implicite. Aux États-Unis, à la Maison-Blanche, sous l'administration de Trump, il les interpelle. À la communauté européenne, aux Nations Unies, à la communauté africaine, à l'Union africaine, à la CEDEAO. Ils interpellent tout ce monde-là. Hier, là, vous avez eu certainement le nœud creux, ou bien vous avez eu, permettez-moi l'expression, la grande gueule de critiquer M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait ceci, les missions de la CEDEAO, les missions de l'ONU, les missions de l'Union européenne. Non, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Le plan commun est là. Ce plan commun, c'est la conservation du pouvoir. À tout prix, vaille que vaille. Et vous dites quoi? Cet appel, cher ami, traduit donc une stratégie donc, de pression diplomatique visant donc à isoler donc, le régime de Michel Hassan Draman Ouattara en présentant comme un danger pour la démocratie et la stabilité de la sous-région. Il s'agit ici, les gentlemen, de transformer les conclusions de ce rapport diplomatique de l'ENRI à un soutien politique ferme de la communauté internationale à l'opposition. Puisque les NRI, ce n'est pas, disons, une organisation africaine ou ivoirienne, c'est une organisation internationale, surtout des États-Unis d'Amérique, et particulièrement des républicains, plus particulièrement du président Donald Trump. Donc, quand vous voyez ici, quand vous lisez un peu tous les tests de style et de M. Thiam, c'est donc un rythme accusatoire démonstratif. Le discours donc, utilise un enchaînement donc, de contrastes suivis, donc de preuves concrètes, j'allais dire, pour accuser le régime de M. Ouattara. Bref, chers amis, c'est donc une internationalisation donc, du débat que M. Thiam veut en faire. D'ailleurs, selon une information que j'avais reçue, je n'avais pas du tout vérifié, je pense qu'une information incorrecte, c'est que le PPACI demande à la communauté internationale de préciser sa position par rapport au 4e mandat. Et voilà, la position de préciser la position par rapport au 4e mandat. Vous voyez? Donc, dans cette situation, je pense que, ladies and gentlemen, quelque chose doit être fait. Est-ce qu'on doit être optimiste à quelques jours seulement des élections présidentielles? Je ne sais pas. Tout est déjà possible. Tout est possible. Il faut être optimiste. Why not? Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Le problème que nous avons en face de nous des personnes qui ne veulent jamais se lâcher prise. Ils ne veulent pas du tout d'élection. Ils veulent la conservation donc, du pouvoir. Parce que ce qu'ils ont reçu, ces acquis, sans compétir, vous comprenez? Ils ont triché pour avoir tout ce qu'ils ont.
Ils n'ont pas compétit, ils ont écarté, exclu les autres pour avoir tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas envie donc de partager, ils n'ont pas envie de compétir avec vous et moi. Ils veulent toujours se cacher derrière. Nous sommes victimes pour s'accaparer donc des ressources donc de l'État. Ils n'ont pas envie de partager ça avec Pierre ou Paul. C'est à nous de pousser ces personnes à partager tout ce qui nous appartient avec nous tous. Donc, cher ami, l'enjeu ici est très clair. À l'intérieur, il s'agit donc du discours de M. Thiam et de l'ENI de galvaniser les militants et créer donc un sentiment donc de légitimité autour de la candidature donc de Trump. Les militants doivent le comprendre. Si vous n'agissez pas, il n'aura rien. Agir ne veut pas dire aller insulter M. Thiam. Agir ne veut pas dire aller prendre des armes contre l'autorité de l'État. Agir, non. Agir, vous êtes un citoyen. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Et vous avez plusieurs moyens de dire non. On me dira que c'est très facile, tout en étant donc à l'extérieur, de le dire. Bah, vous voulez que je fasse quoi dans une telle situation? Si nous ne faisons rien, M. Ouattara restera toujours là. Il va toujours violer. Alors, il y a des gens qui nous disent, ah non, non, non. Si M. Ouattara reste, il fera un 5e mandat. Il trapatouera encore la Constitution. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même qu'on ne finisse avec les élections présidentielles, ils projettent déjà les élections législatives. C'est-à-dire qu'ils prennent les gens de court, aller organiser les élections législatives et pourquoi pas même avoir cette fois-ci même les 2/3 de l'Assemblée nationale qui va permettre à M. Ouattara de tripatouiller les tests comme il le veut, n'a pas besoin donc de référendum. Tripatouille tout. Vous comprenez? Donc tout c'est minutieusement calculé. Et tant que nous n'aurons pas donc le nœud creux pour comprendre le jeu qui est en train de se faire, on se fera toujours avoir parce que M. Ouattara a toujours 2 longueurs d'avance sur la majeure partie des Ivoiriens, pour ne pas dire des politiciens ivoiriens. Ils pensent à après-demain, alors que les politiciens ivoiriens sont en train de penser même à hier et puis aujourd'hui. Tout est calculé. Il fait pas à pas. Il a des experts, il a beaucoup d'argent, beaucoup d'experts qui payent pour faire ce travail pour lui. Donc, au moment où vous êtes focalisé sur les élections ici présidentielles, lui, il se focalise déjà sur les élections législatives. Il n'a pas besoin de la révision de la liste électorale. Hein. Il n'a pas besoin donc de redécoupage. Ce redécoupage injuste, vous comprenez, illégal. Vous comprenez? Où vous allez avoir des régions donc, du Nord, 5 000 personnes ont un député. Il faut aller au Sud, il faut avoir 20 000, 30 000 personnes pour avoir un député. C'est injuste. Tout est basé sur du faux, sur de l'injustice complètement, cher ami. Donc, à l'extérieur aussi de l'intervention de M. Thiam, c'est donc de pousser donc les partenaires internationaux à considérer donc la présidentielle ivoirienne comme un test majeur pour la démocratie donc en Afrique donc de l'Ouest et surtout en Afrique subsaharienne. Sur le régime, le discours donc de M. Thiam, c'est donc d'accentuer la pression politique et diplomatique en le présentant comme un régime isolé, un régime qui viole les gentlemen, les tests, les principes élémentaires de l'état donc de droit. Voilà un peu la situation que nous sommes en train de vivre. En résumé, les gentlemen, par rapport à ce que nous avons dit, le discours de M. Thiam est à la fois donc un réquisitoire contre le régime de M. Ouattara et une stratégie diplomatique offensive. En s'appuyant donc sur la conclusion de Henry, M. Thiam cherche donc à démontrer que l'élection de 2025 est déjà compromise et qu'elle ne pourra être crédible sans une réforme immédiate du processus électoral. Il transforme ainsi donc une mission d'évaluation technique en une arme politique majeure pour mobiliser aussi bien l'opinion publique internationale et internationale et surtout les chancelleries étrangères. Alors, qu'est-ce qu'on peut un peu dire? On peut avoir donc une réaction réellement, une réaction de M. Thiam, une réaction donc à tout ce que nous venons de dire. Non, le président du PDCI est assez clair. Il transforme, les chers amis, les conclusions de l'International Republican Institute en un véritable acte d'accusation contre le régime de Ouattara. Il dénonce l'absence donc de vision de la liste électorale, l'exclusion des des candidats majeurs, la rétention illégale donc des subventions donc et des partis politiques, la détention arbitraire d'autant de pratiques qui vident
le scrutin de 2025 de toute, j'allais dire, toute crédibilité. Nous pouvons le dire, les gentlemen, dans une telle situation. M. Thiam lance désormais donc les débats sur le terrain international. Il appelle les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la CEDEAO à exercer donc une pression ferme pour éviter une mascarade électorale aux conséquences légitimement dangereuses pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, les gentlemen. Ah! Est-ce que je peux voir un verre d'eau? Voilà. Alors, ce qu'on peut retenir, donc, les phrases choc donc, de l'intervention du président Thiam. Voilà ce qu'il dit. Il dit l'Amérique, l'Europe et les leaders africains, voilà ce qu'il dit. Hein. Une minute, laisse-moi voir. Ces phrases choc. Alors, les phrases choc de l'intervention du président Thiam, c'est donc voilà ce qu'il dit. Il dit l'Amérique, l'Europe et donc les leaders africains soutiennent avec fermeté les Ivoiriens dans notre exigence d'élections libres, équitables et inclusives. Ça, c'est une phrase choc du président Thiam. Ensuite, deuxième phrase choc, il parle donc de ces irrégularités flagrantes sont le fruit donc d'une manipulation délibérée et orchestrée par le régime pour perpétuer son emprise alors qu'il se sait donc minoritaire. Voilà une autre phrase choc du président Thiam. Alors, troisième phrase choc du président Thiam ici, préconiser donc la poursuite sans changement d'un processus irrémédiatement compromis, revient donc à cautionner une mascarade électorale. Voilà une troisième phrase choc. Et quatrième phrase choc, il dit le régime invoque la loi pour écarter des candidats, mais bafoue quand il refuse cyniquement donc la révision de la liste électorale en 2025. Voilà une autre phrase choc du président Thiam. Alors une autre phrase choc, il dit à ce jour, pas de centime de la subvention due au PDCI-RDA et au PPACI. Et voilà, ça c'est une autre phrase choc du président. Voilà, bref, nous voyons, de chers amis, donc des contradictions majeures donc, de son régime. En somme, nous n'avons pas un régime démocratique, nous n'avons pas un régime qui veut la paix réellement en tant que tel, nous avons donc un régime qui veut conserver donc, le pouvoir vaille que vaille. Utiliser toutes les aides de la Saint-Jean pour rester au pouvoir pour aller un quatrième mandat. Un quatrième mandat décisif pour eux. Comme ils le disent le plus souvent, ils doivent faire 50 ans. Donc, M. Ouattara doit préparer les 50 ans. Ce quatrième mandat doit permettre à M. Ouattara de nettoyer complètement la Côte d'Ivoire pour permettre au RDR de conserver le pouvoir pendant encore des décennies parce que M. Ouattara a besoin que quelqu'un le protège, que quelqu'un continue ce qu'il est en train donc de continuer. Donc, ce quatrième mandat est indispensable pour eux. Indispensable. M. Ouattara, après avoir trépatoué la Constitution, notre Constitution de 2016 disait que le président est élu en même temps que le vice-président. M. Ouattara a touché cette partie pour faire en sorte que lui, président, c'est lui qui est élu le vice-président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que M. Ouattara, s'il est élu pour son quatrième mandat, il va choisir lui-même son successeur. Et d'aucuns disent que c'est déjà son jeune frère. Donc, M. Ouattara peut mettre son jeune frère successeur. Étant ministre de la Défense, il va mettre cette fois-ci peut-être 100 000 soldats dans la rue pour protéger donc son pouvoir. Voilà ce qui est en train de se passer devant nous les dernières semaines. This is what's going on here. If we're not doing anything at this point, trust me, ladies and gentlemen, we're definitely not going to have a country. Or maybe we don't have a country that we really want. We're going to have a country that someone else really wants. Someone else's vision is going to be our vision. Let's put it this way. They're going to force us to go by his vision. This is what's going on here. Ce n'est pas vraiment compliqué, ladies and gentlemen, de comprendre what is going on here. It's simple. It's simple, ladies and gentlemen. On n'a pas réellement besoin de réfléchir. Ce n'est pas une question de défendre Thiam, de ne pas défendre Thiam. Non, il est question de défendre notre démocratie. Il est question. Enfin, une autre phrase que j'ai oublié même de noter, M. Thiam, il dit, j'en appelle donc à la Maison-Blanche, à l'Union européenne, à l'ONU, à l'Union africaine, pour garantir une élection démocratique réelle et inclusive.
Monsieur Thiam demande à Donald Trump d'intervenir ici. Parce que ce qui est en train de se passer, it's not really good. Voilà. C'est pas bon pour la démocratie. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas une question d'aller défier l'autorité de l'État. Non, ne le faites pas, ladies and gentlemen. N'insultez pas M. Ouattara. Vous comprenez? Allons-y, argument par argument, idée par idée. Exprimez notre frustration. Disons ce qu'on pense. S'ils ne sont pas d'accord, nous disons ne sommes pas d'accord. Mais avec la manière. On ne va pas utiliser des injures. Parce que vous utilisez des injures, il y a des tests de loi que les gens peuvent utiliser contre nous, contre vous. Même moi-même que je suis en train de parler là. Ils peuvent aller trouver des trucs dans des tests de loi. Voilà, pour me rendre coupable. A fortiori, quelqu'un qui vient devant insulter M. Ouattara. Après, il est le président de la République. Pourquoi vous ne devez pas l'insulter? Il est le président de la République. Il est âgé. Il bénéficie, même si on n'aime pas M. Ouattara, mais il faut respecter la présidence de la République, le fauteuil qu'il occupe. Ce n'est pas dire lui-même, vous ne l'aimez pas, mais le poste de président, il faut l'aimer. Il faut aimer ce poste-là. Donc, dès lors, critiquons avec des preuves à l'appui. Allons-y droit au but. Ne nous dispersons pas donc dans des insolences, vous comprenez. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Comme il a fait le procureur là. Je dis je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord sans insulter le procureur. Vous comprenez? Sans aller dans des invincibles. Je ne suis pas d'accord. La loi me donne ce droit-là. Je ne suis pas d'accord. Didier, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? J'explique pourquoi je ne suis pas d'accord. Ladies and gentlemen, c'est justement le point que je voulais certainement faire en ce dimanche. Je pense que réellement, les dimanches, si vous êtes aussi relativement nombreux, bon, peut-être que vous allez le faire les dimanches, on sera obligé de faire encore des émissions. Bon, on fera une émission exceptionnelle quelques dimanches. Alors, j'espère que j'ai quand même répondu à quelques préoccupations, que j'ai pu, en guillemets, à manière interpréter, expliquer donc l'adresse du président Tidiane Thiam à la Côte d'Ivoire et surtout aux militants du PDCI-RDA qui se cherchent en ce moment. Je sais que les gens se posent des questions. Les militants de l'opposition se posent des questions. Qu'est-ce qu'il doit faire? M. Gbagbo n'agit pas. M. Thiam n'agit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais non, vous posez la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, la marche du 4. Cette marche doit être capitale. Cette marche doit être capitale. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pendant cette marche, il faudrait qu'on fasse le double de la mobilisation qui a eu lieu il y a pratiquement des mois où on a parlé de 500 000, 600 000. Cette fois-ci, il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 millions de personnes dans la rue pour montrer à l'opinion publique internationale que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est de 1. Le 4, c'est encore tenable dans la mesure où ils disent qu'ils vont déployer des gens à partir du 5. J'espère qu'ils ne vont pas changer d'avis, hein, mais il dit à partir du 5. Donc, le 4 encore, ça nous donne la possibilité d'organiser ce meeting. Je signale que dans les sous-préfectures, on a mené donc des lettres pour dire au préfet, au sous-préfet de n'accorder aucune manifestation dans les régions. Et que pour eux, le Conseil constitutionnel a décidé, donc la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Voilà des gens qui ont contesté toutes les décisions du Conseil constitutionnel hier, qui ont parlé du Conseil constitutionnel de Yaoundé, qui ont parlé du Conseil constitutionnel de Tiakoné. Mais aujourd'hui, il ne veut pas qu'on parle du Conseil constitutionnel de Koné Nanaba. Ce nom-là, ça sera gravé dans notre mémoire jusqu'à vie, ce Nanaba. Vous connaissez Nanaba. C'est ça, hein, c'est ça. Camara, Nanaba Camara. Voilà, notez Nanaba Camara. Voilà, son nom-là sera gravé, hein, voilà, gravé dans la mémoire, donc disons, de décision donc de droit donc dans ce pays. Voilà, mais ils ne veulent pas qu'on dise c'est la décision du Conseil constitutionnel de Nanaba Camara. Mais hier, il nous disait que c'est la décision de Yaoundé. Yaoundé a mis à Gbagbo, donc tout ce qu'il dit là, c'est pas acceptable. Ah oui, Tiakoné vient de la même région que le général Gueye, donc tout ce qu'il dit là, ce n'est pas normal. Mais aujourd'hui, Nanaba, il faut accepter les décisions de Nanaba. Si tu n'acceptes pas les décisions de Nanaba, tu iras en prison. Voilà un peu de contradictions que nous voyons un peu donc dans notre pays ici et qui nous laissons parfois passer. Merci beaucoup, chers amis, et puis rendez-vous de notre mission les jours, les semaines à venir, et puis je pense que everything will be fine.
Faisons ce que nous pouvons en ce moment-là. Et puis, on verra. On verra. Faisons comme confiance au président Laurent Gbagbo, au président Thiam, et on verra. Ce cadre-là. Ah oui, je n'avais pas encore fini d'expliquer pourquoi ce cadre-là, c'est important. Mettons le maximum de personnes dans la rue. N'agressez personne, n'insultez personne, ayez des pancartes qui reflètent votre état d'esprit en ce moment sans les injures. Nous ne sommes pas d'accord. Vous expliquez pourquoi. Vous écrivez votre pancarte là, vous expliquez pourquoi. Vous comprenez? C'est dans des manifestations en France que j'avais vu donc une décision qui disait alors quel était donc le message? J'ai oublié. Alors, je crois que j'ai oublié. J'avais tout ça en tête tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Voilà, c'est ça. C'est là que j'ai oublié et j'ai mis ça sur ma page. Il dit, le pouvoir rend fou et le fou ne rend pas le pouvoir. Vous comprenez? Le pouvoir rend fou alors que le fou ne rend pas le pouvoir. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes et j'ai vu ça pendant donc les marches de protestation contre le président Macron à Paris. Vous comprenez? Donc ce sont ces marches qui doivent refléter notre état d'esprit en ce moment. Nous ne sommes pas d'accord. Non, M. Ouattara, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. On veut une démocratie. Un message doit être direct, pas dans les invectives, mais allons-y droit au but. Vous comprenez? Expliquons notre mécontentement pour que M. Ouattara comprenne. Peut-être qu'il ne le comprend pas assez, mais soyons beaucoup disciplinés et engagés surtout. Pensez à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, vos enfants. Dans quel pays allons-nous vivre si on permet à des personnes d'aller à un 4e, 5e, 6e mandat avec tous ceux qui sont en train de transformer dans ce pays? Pour finir, vous n'aurez plus de pays. Vous n'aurez plus de pays. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire est détenue par qui? Mais vous n'aurez plus de pays. Si vous pensez que c'est une mince affaire, vous n'avez encore rien compris. Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Ce n'est pas une mince affaire, les gentlemen. Merci beaucoup, cher ami. Hein? Dans le cœur d'Abidjan, une étoile s'élève. Tidjane, tiens, ta lumière nous révèle. De la terre d'Akoué, tu as forgé un chemin. Avec courage et foi, tu traces notre destin. Oh, de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, parlez-nous les cœurs. Si jamais tu es notre honneur. Dans le monde des affaires, tu brilles d'un éclat. Visionnaire audacieux, nous te suivons pas à pas. Ton nom résonne fort dans chaque cœur battant, inspire des générations avec un vrai engagement. Au fond de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, parle-nous les cœurs. Si jamais tu es notre honneur.